Conakry, 4 octobre 2018, au sommaire de cette édition de nouvelles infrastructures hôtelières pour la Guinée. Hôtel Onomo et Kaloum ont été inaugurés ce jeudi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ces infrastructures viennent s'ajouter à d'autres qui sont déjà réalisées dans le pays. Un centre de santé amélioré pour chaque sous-préfecture. Ce projet ambitionné par le président de la République, professeur Alpha Condé, enregistre de bons résultats. C'est du moins le constat des experts de la Banque mondiale. Au sommaire encore, Sport Foot, la finale de la 59e édition de la Coupe nationale se joue ce vendredi au stade du 28 septembre. À l'affiche, Wakria de Bokeh et Auréa Athletic Club. Les deux équipes semblent déterminées. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé ce matin à l'inauguration de deux infrastructures hôtelières à Conakry. Il s'agit des hôtels Onomo et Kaloum. Ces infrastructures viennent s'ajouter à d'autres réalisées sous l'ère Alpha Condé. A précisé que le coût des travaux de construction de l'hôtel Kaloum s'élève à plus de 100 millions de dollars. Suivez ce compte-rendu signé Sanassi Keita. Onomo Hôtel Conakry, une infrastructure hôtelière de 3 étoiles blottie au quartier Tombo, dans la commune de Kaloum. Nombreuses sont les personnalités présentes ce jeudi 4 août 2018 ici, dans l'enceinte même de cet hôtel, et pour cause, prendre part à son inauguration officielle par le président de la République, professeur Alpha Condé. L'hôtel Onomo Conakry est un établissement de 123 chambres confortables et lumineuses, dont 10 chambres twin, 3 chambres pour personnes à mobilité réduite et 12 chambres supérieures offrant une vue sur mer. Vous pourrez vous connecter au Wi-Fi haut débit gratuit dans toutes nos chambres. La première résidence hôtelière Made in Onomo complète ce nouvel établissement offrant 29 appartements de 36 mètres carrés d'une chambre et 3 appartements à vue sur mer de 69 mètres carrés avec 2 chambres. Le directeur général délégué du groupe Onomo Hôtel promet de poursuivre sans relâche avec le gouvernement guinéen une collaboration prometteuse dans le but surtout d'apporter sa contribution à l'essor du secteur hôtelier guinéen, aujourd'hui en pleine mutation. Avec 23 millions d'euros investis pendant la phase travaux, l'hôtel Onomo Conakry a privilégié la main-d'œuvre locale avec la création d'environ 200 emplois directs. Pendant cette phase de travaux, 64 emplois durables seront pourvus en 2019 en phase d'exploitation et plus de 100 autres de manière indirecte au travers des fournisseurs et entrepreneurs locaux. Cette politique d'ouverture du pays, soutenue par le président de la République, professeur Alpha Condé, est en adéquation parfaite avec les préoccupations du ministre d'État en charge de l'hôtellerie et du tourisme. L'essentiel du personnel, 90% ou 94% que je ne me trompe, c'est des Guinéens qui sont en train d'acquérir les compétences, le professionnalisme, et tout cela grâce au groupe Onomo et grâce à votre clairvoyance, Monsieur le Président, à votre appui. L'honneur est ainsi revenu au président de la République de procéder à la coupe du cordon inaugural pour signifier l'ouverture officielle de cet hôtel de 3 étoiles. Un hôtel dont les installations ont été scrupuleusement visitées par le président Alpha Condé. Et juste après, le chef de l'État a pris la direction du centre-ville de la commune de Kaloum. Là également, le chef de l'État est arrivé pour présider la cérémonie d'inauguration de l'hôtel de Kaloum. Une infrastructure de 265 chambres et suites qui dispose 7 salles multifonctionnelles, dont une salle de banquet de 410 mètres carrés et 4 salles de réunion. Pour rappel, l'investissement de cet hôtel a dépassé 100 millions de dollars et est entièrement financé par les entrepreneurs chinois. Alors encore une fois, au nom des investisseurs et de l'équipe de gestion de l'hôtel, je tiens à remercier le peuple guinéen, les autorités guinéennes et surtout le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie pour leurs efforts et soutien dans l'accompagnement de ce projet. Les responsables en charge de cet hôtel de 5 étoiles et le premier conseiller de l'ambassade de Chine en Guinée rassurent. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers amis,
Baignés dans une amitié traditionnelle et solide depuis 59 ans, les relations sino-guinéennes ont connu un développement sain et régulier et notre coopération mutuellement avantageuse a récolté des fruits abondants, bénéficiant largement à nos deux peuples. Grâce à la vision et les consensus importants de nos deux chefs d'État qui ont conduit à l'établissement du partenariat de la coopération stratégique globale sino-guinéenne en 2016, nos relations sont entrées dans une nouvelle ère de développement accéléré, marquée notamment par l'approfondissement continu de notre coopération substantielle dans divers domaines et les échanges humains de plus en plus fréquents. Plus de 100 millions de dollars ont été investis par les hommes d'affaires chinois dans la réalisation de cet hôtel de 5 étoiles qui réjouit tout simplement le ministre d'État en charge de l'hôtellerie et du tourisme. Vous avez su replacer le métier d'hôtelier au centre de l'économie nationale, au cœur de nos préoccupations. Pendant la première et deuxième République, pour vous illustrer cela, Conakry n'avait au maximum que 300 à 400 chambres recommandables. Je dis bien chambres recommandables. Et pour illustrer cela, M. le Président, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec votre permission, j'ai vécue à l'hôtel. En 1985, après le discours de programme du président, du vice président Lansana Conté, il y a une influence d'hommes d'affaires sur Conakry. Il y a même un journal qui disait Conakry sous les retours. Il y a un homme d'affaires français qui est venu ici, je le cite, je dis son nom, c'est Bernard Tapie. On l'a logé à l'hôtel, on a choisi la plus belle suite qu'on avait. Et quand je l'ai présenté la suite à son protocole, ils m'ont dit, ouais, mais monsieur Diallo, c'est bien, mais ça c'est pour ceux qui l'accompagnent, la suite pour monsieur Bernard Tapie. On avait vraiment honte. Et la suite, il a pris son avion, il est parti passer la nuit à Dakar. Je me souviens tout de suite de cette tribune amère qu'on nous a fait amener. Mais heureusement, et bien, la Troisième République, monsieur le Président. La Troisième République nous a permis de laver, comme on le dit en langage local, cette honte et faire en sorte que Conakry ait des hôtels de luxe en un temps record. Depuis 2011, Conakry la Guinée a plus de 3000 chambres. 3000 chambres recommandables dans lesquelles on peut loger des autres centres. Je crois que ça, c'est un effort surhumain. C'est un effort qu'il faut souligner, il faut qu'on ait ça dans les annales de l'autre. Et tout de l'histoire de la Guinée. Le secteur de l'hôtellerie connaît aujourd'hui en Guinée de profondes mutations et se dote surtout d'importantes infrastructures dignes du nom. Et cela grâce bien évidemment à la persévérance et du leadership du professeur président Alpha Condé. L'autre image de l'actualité nationale, célébration de la Journée internationale des personnes âgées, une occasion pour les personnes de troisième âge d'évoquer les contraintes liées au vieillissement et la construction d'un siège national. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a promis de prendre en compte leurs préoccupations. Ousmane Bangoura a suivi la cérémonie. Reportage. Le 1er octobre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des personnes âgées. Instituée en 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies, chez nous en Guinée, cette journée a été occasion pour les détenteurs des valeurs morales d'exprimer aux autorités guinéennes les problèmes et difficultés que pose le vieillissement dans le monde actuel. Vos aînés qui sont devant vous aujourd'hui, Excellence Monsieur le Premier ministre, sont porteurs d'un message de toutes les personnes âgées de Guinée. Au nom de tous, nous sollicitons très humblement votre aide pour, premièrement, la ratification diligentée du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes âgées, en prévision de la future intégration régionale des associations des personnes âgées. Deuxièmement, l'obtention d'un siège
digne de nom pour abriter nos bureaux et capable de recevoir avec fierté nationale la conférence tournante du pôle ouest africain et autres institutions dont la Guinée est membre. Occasion pour le Premier ministre d'insister sur la revalorisation des droits des personnes âgées. Dans le carnet des souhaits exprimés par votre représentant, l'aspect lié à diminuer les difficultés pour l'accès aux soins de santé occupe une bonne place. Nous tenons compte de cela et je voudrais vous dire au nom du président de la République que vos doléances, vos souhaits feront l'objet d'un examen méticuleux et seront adressés dans toutes leurs dimensions en tenant compte bien sûr des moyens de l'État. Le gouvernement a la vocation d'adresser les problèmes de vulnérabilité de la société. Les couches vulnérables font l'objet de notre attention. L'Association des personnes âgées et retraitées de Guinée est déterminée à soutenir les autorités du pays. Je vous le disais en titre, un centre de santé amélioré pour chaque sous-préfecture du pays. Ce projet ambitionné par le chef de l'État fait du schéma. Une mission de la Banque mondiale vient d'effectuer une visite de terrain pour s'assurer de l'exécution correcte du projet. La mission s'est rendue dans les centres de santé de Wankifon, à Koya et Wossou, dans la préfecture du Breka. Reportage Sori de Kera, Abdul Karim Kamara. Situé à 6 km du chef-lieu de la préfecture de Koya, voici le nouveau visage du centre de santé de Wankifon. Dans le cadre de la relance du système de santé, il a bénéficié de la rénovation de ses différents compartiments. Le programme de réhabilitation a également prévu la construction d'un centre de triage. Plus loin, à Wassou, dans la préfecture de Dubreka, on retrouve le même type d'infrastructure sanitaire rurale. Les travaux sont réalisés grâce à un appui financier de la Banque mondiale à travers son volet renforcement du système de santé post-Ebola. C'est l'initiative du président de la République, professeur Alpha Condé, qui, après la maîtrise de Ebola, a suggéré que le reste de fonds soit utilisé pour faire ces centres de santé que vous voyez là, pour soulager la population à la base. Ça a beaucoup changé parce que ça a augmenté le contact. Il y a beaucoup de fréquentation maintenant. Parce que si je me souviens, vers 2014, la fréquentation, le premier contact était vers 300 et quelques. Mais aujourd'hui, nous sommes à 600, 700, le premier contact. La réhabilitation des centres de santé de Wankifon et Wassou s'inscrit dans un vaste projet d'amélioration de 41 centres de santé et de 13 autres actuellement en construction. Le projet résulte de la volonté personnelle du chef de l'État qui ambitionne de doter chaque sous-préfecture du pays d'un centre de santé amélioré. En effectuant cette visite dans les deux centres, la mission d'évaluation de la Banque mondiale se dit satisfaite des travaux réalisés. Ce que nous avons trouvé sur place, dans les deux centres en tout cas, les réhabilitations ont été très bien exécutées, les équipements sont là et les populations qui sont bénéficiaires sont fiers et on a vu que partout, effectivement, il y a eu une augmentation de la fréquentation des centres. Donc nous autres, on ne peut qu'être satisfaits. L'amélioration des infrastructures sanitaires en milieu rural est l'une des priorités du ministère de la Santé et ses partenaires. Pour la pérennité des ouvrages réhabilités, la population doit pleinement jouer sa partition. L'appel, c'est d'aider à la communauté de prendre soin de ces infrastructures et l'État a fait sa part. Il revient aussi à la communauté à travers le comité de gestion et de veiller sur les équipements et de l'utiliser à bon escient. Au-delà de leur satisfaction pour l'obtention de ces ouvrages, les populations bénéficiaires expriment toutefois quelques doléances. Il s'agit par exemple de la réalisation d'incinérateurs de qualité, de systèmes d'adduction d'eau, de logements pour le personnel ou encore de clôtures de protection adaptées. Des doléances que la mission de la Banque mondiale entend examiner avec les autorités sanitaires. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé en collaboration avec l'inspecteur général de la santé viennent de procéder à la fermeture de 4 cliniques clandestines. Selon des spécialistes, ces structures clandestines constituent un réel danger de santé publique et ne respectent aucune norme sanitaire. Le point avec Alpha Isiagaba et Younousa Tawel Kamara.
Nous sommes au quartier Kindiadi dans la préfecture de Dubrika. Ici, les cliniques privées et des structures d'assistance médicale poussent comme des champignons. Alors que beaucoup d'entre elles sont loin de répondre aux normes sanitaires. Ce bâtiment est destiné aux assistances médicales. Mais à l'intérieur, une partie du dit bâtiment est occupée par des ménages. L'autre partie, le cabinet de soins de 3 pièces. À côté de ces différents lits d'hospitalisation, la salle où se font les interventions chirurgicales. Le propriétaire des lieux est un agent technique de santé. Depuis 3 ans, l'infirmier Camara et sa femme font des opérations sans équipement adéquat. Aujourd'hui, nous sommes dans une clinique, fausse clinique donc, ou clinique clandestine, qui fait usage du faux. C'est-à-dire qu'il fait le faux et le usage du faux. En fait, la clinique s'appelle assistance médicale, qui est gérée par un laborantin, c'est-à-dire qui a fait des sciences médicales, c'est-à-dire les analyses biomédicales, et pratiquement qui se permet de faire toutes les activités médicales, en commençant par les soins de médecine générale. Il fait les accouchements, donc la gynécologie. Il fait la chirurgie, les appendicectomies, les herniorrhaphies. Donc il fait toutes les activités dont il n'a aucune expérience, aucune, c'est-à-dire pratique ancienne. On traite ici les maladies infectieuses. Parfois, quand les cas viennent, je me réfère à certaines de mes connaissances. Quand je demande l'interrogatoire aux malades, je demande certains médecins. Et quand je leur demande, on me dit faites les examens. Je dis bon, d'accord, conduite à tenir. Là, on donne les 2 premiers produits et finalement, on continue à évoluer. Au même endroit, d'autres cliniques de fortune évoluant dans la clandestinité, environnement de travail souillé et des équipements techniques quasi inexistants. Ces infirmiers ne disposent d'aucun diplôme certifié par une école de médecine, les autorisant à exercer des interventions chirurgicales. Aussi, ils ne disposent pas de documents pour leur installation. Dans ce travail qualifié de faux et usage de faux, des patients viennent se faire consulter. On exécute des activités, on fait des injections, on fait des accouchements, on n'a pas le droit à le faire. Un peu plus loin de là, précisément à Kountia, dans la préfecture de Koya, un autre cabinet médical. Pratiquement, c'est les mêmes conditions de travail que les autres cliniques précédentes. Malgré les conditions dans lesquelles ces infirmiers travaillent, les citoyens affluent. Ici, nous sommes dans un local où il y a un laborantin qui s'érige en pharmacien. Donc il y a un point de vente où il vend toutes les formes de produits. Les produits, c'est-à-dire de mauvaise qualité, les produits piratés à la population, avec des produits qui sont à date de péremption dépassée de loin. Parce que nous avons rencontré des produits où la date de péremption était au 4e mois 2018. Parallèlement à ça, il a un cabinet médical où il fait toutes les prestations, les interventions, il fait vraiment des activités de gynéco, tandis que lui n'est qu'un simple laborantin. Il n'a aucun document officiel émis par le ministère de la Santé. C'est un front engagé par les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés et l'inspecteur général de la santé contre les cliniques clandestines. Toutes ces cliniques visitées sont aussitôt fermées et leurs propriétaires sont mis aux arrêts. Younous Abba, c'est un dossier à suivre. Dans la rubrique L'Ensauçante de notre indépendance, nous nous intéressons ce soir sur la recherche médicale et les premières pharmacies en Guinée. Dès la proclamation de l'indépendance, l'autre regard des pères fondateurs était de mettre en place un mécanisme d'approvisionnement des hôpitaux en médicaments, d'où la création de la Pharma Guinée. La rédaction retrace l'évolution du système de santé de notre pays. Tierno Maroufouba, Mpati Camara, Younous Atawel Camara. Dès les premières années de l'indépendance, les pères fondateurs de la République initient la création d'une entité publique de fabrique de produits pharmaceutiques. Son nom, la Pharma Guinée. Sa mission, produire des médicaments à partir des matières premières, dont les plantes médicinales, et aussi assurer la distribution des médicaments dans les hôpitaux du pays. Jusqu'en 1986, les médicaments fabriqués en Guinée jouissent d'une renommée internationale. Le vaccin antivariolique fabriqué à l'Institut Pasteur de Kindia est le plus connu. La pharmacie en Guinée prend une grande dimension.
Pharma-Guinée, par exemple, n'importait pas l'alcool. Parce que les Cubains qui avaient été... Il y a une société avait été créée à Bofa pour la canne à sucre. Et les résidus de cette canne à sucre étaient transformés en produits alcooliques et qui ravitaillaient Pharma-Guinée. Ça, c'était une chose. En 1978, il y a eu l'idée de créer, de transformer le laboratoire galénique en industrie pharmaceutique, qu'on a appelé Enifargi, entreprise nationale des produits pharmaceutiques. Et là, c'est à Yimbayal. Pharma-Guinée avait un grand magasin de stockage là-bas qui a été aménagé et transformé en laboratoire, en industrie pharmaceutique. Là, on fabriquait des médicaments, les solutés injectables, tels que sérum glucose et sérum salé, tout ça. Mais on n'importait pas, c'est là-bas qu'on fabriquait. Alors, c'était une initiative donc, de Pharma-Guinée, ça marchait très bien. Les comprimés, beaucoup de comprimés étaient aussi fabriqués là-bas. Sérédou de Massanta, alors il y avait une plantation de quinquina là-bas, et la quinine était transformée en comprimé, et là c'était par l'intermédiaire de cette société. L'Institut Polytechnique de Conakry a produit presque tous les professionnels des médicaments en Guinée. Les premiers ont fait la grandeur de Pharma-Guinée. Extraire et combine des principes actifs à base des plantes médicinales cultivées, des fois même à domicile. Cet ancien travailleur de la Pharma-Guinée continue à valoriser ses compétences après la décadence de Pharma-Guinée. Dans sa pharmacie, il expose des produits fabriqués de ses mains. Donc moi, j'ai ouvert ma pharmacie à partir des préparations galéniques que je faisais au laboratoire où j'étais à l'université. Je n'étais pas salarié, hein, j'étais vacataire. Alors, à côté de l'enseignement, les recherches que je faisais, la galénique que je faisais, c'est à partir de là que j'ai créé mon officine où on est aujourd'hui. Et ces préparations, il y a les préparations magistrales, il y a les préparations officinales, il y a des préparations, des formules qu'on conçoit soi-même à partir d'un certain nombre d'années d'expérience qu'on fait sur les produits naturels, pour définir leur efficacité, leur sécurité d'emploi, les limites de toxicité, les doses. Et ce qui fait que ce sirop que vous voyez, le sirop d'Issotis, c'est un sirop à partir d'une plante médicinale du pays, une plante qui pousse dans notre pays, le Dissotis, c'est son nom, et qui est un excellent antitussif recommandé dans la prise en charge des maladies bronchopulmonaires. Et il est le premier médicament guinéen à base de plantes auquel le ministère de la Santé a accordé l'autorisation de mise sur marché depuis 2003. Le 17 décembre 1992, Pharma-Guinée connaît une mutation profonde. La pharmacie centrale de Guinée assure la continuité du service public. Entreprise d'État d'achat, elle garantit l'approvisionnement des hôpitaux publics en médicaments. Ces dernières années, la capacité opérationnelle de la centrale augmente. Des dépôts régionaux sont ouverts. Pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola de 2014-2016, cette centrale a joué un rôle important dans la gestion des intrants. Ici, à la pharmacie centrale de Guinée, vous avez deux volets d'approvisionnement. Le premier volet, et qui est d'ailleurs le plus important aujourd'hui, c'est le volet des produits gratuits. Ces produits gratuits sont achetés soit par l'État ou soit par les partenaires techniques et financiers. Les médicaments dans ce cadre-là qui sont achetés par l'État, ce sont les produits dans le cadre de la gratuité de l'accouchement. Ce sont les produits qui sont achetés par le gouvernement et qui sont stockés à la pharmacie centrale de Guinée. Et la PCG s'en charge du stockage et la distribution gratuitement au niveau de toutes les structures sanitaires publiques du pays. Ça, c'est important. Deuxième titre encore en matière de gratuité, ce sont les produits dans le cadre de la prise en charge des maladies, notamment le paludisme, la tuberculose, le VIH, ou dans le cadre de la contraception. Ces produits sont achetés par les partenaires techniques et financiers.
et qui sont stockés à la pharmacie centrale de Guinée, acheminés jusqu'au niveau de toutes les structures sanitaires publiques. Voilà le volet des produits gratuits. Et c'est important de signaler car ces médicaments sont disponibles dans toutes les structures sanitaires pour la population guinéenne et dans le cadre de la prise en charge gratuite de la santé de la population. À côté de ce volet des produits gratuits, vous avez des produits à recouvrement de coûts et c'est là notre mission aussi de centrale d'achat. Nous achetons les médicaments auprès des fournisseurs nationaux et étrangers. Au-delà de l'approvisionnement, il faut signaler que dans la faveur de la Troisième République, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, avec ces deux volets, nous avons pu améliorer la disponibilité de 15% jusqu'à 77% ces jours. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut signaler que la disponibilité des médicaments essentiels génériques au niveau de la pharmacie centrale de Guinée et dans tous ces dépôts régionaux est autour de 77%. En dépit des changements partiels de nom et d'objectifs, la pharmacie centrale de Guinée demeure l'une des plus importantes structures dans le système sanitaire de la Guinée. Héritée de la Première République, elle résiste au temps. Un nouvel entrepôt de stockage beaucoup plus important est en cours de construction à Koya. L'an 60 de notre indépendance, quelques messages de félicitations à l'endroit du président Alpha Condé. D'abord, le président de la République italienne, à son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, je souhaite vous faire parvenir également, au nom du peuple italien, les plus sincères félicitations et meilleurs vœux. Le fort esprit d'amitié qui lie nos pays, comme témoigné par l'ouverture récente de l'ambassade d'Italie à Conakry, constitue un terrain propice pour une intensification accrue de notre collaboration positive, tant sur le plan bilatéral que dans les enceintes régionales et internationales. Dans l'espoir que les efforts conjoints en faveur de la stabilité et de la croissance puissent engendrer des opportunités toujours plus grandes aux nouvelles générations de nos continents, je renouvelle tous mes vœux de vif succès à vous personnellement et à la Guinée tout entière. Sergio Materala. Et puis cet autre message du président Obiang Nguema Obasango à son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président et estimé frère, le peuple de la République de Guinée équatoriale et son gouvernement s'unissent à moi pour exprimer à son Excellence et au peuple guinéen nos plus profondes et sincères félicitations pour la célébration de la 60e anniversaire de l'indépendance de votre pays le 2 octobre 1958. Dans ce contexte, nous exprimons des vœux de paix, de prospérité et réaffirmons notre ferme volonté de renforcer et maintenir les excellentes relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays. Très grande considération, signé Obiang Nguema Obasango. 2 jours après la rentrée des classes, la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école appelle les acteurs sociaux et le gouvernement à poursuivre le dialogue pour une année scolaire réussie. Suivez la déclaration de la Féguipaye au micro de Bamba Camara. L'année scolaire universitaire 2017-2018 a été profondément affectée par des crises répétées dues à des revendications salariales. Nous, parents d'élèves, avons constaté avec regret que ces multiples revendications ayant entraîné des perturbations de cours ont eu un impact négatif sur le rendement de nos enfants lors des examens nationaux. Aujourd'hui, en dépit des négociations engagées entre le gouvernement et le syndicat, l'année scolaire qui a démarré le 3 octobre 2018 est menacée par les mêmes crises. Certes, nous, parents d'élèves, sommes entièrement favorables à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Mais nous ne accepterons que l'avenir de nos enfants soit hypothéqué au nom d'une quelconque revendication. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement et aux syndicats
de trouver la solution de tous leurs différends autour d'une table de négociation. Aux parents d'élèves, nous leur demandons de garder la sérénité et de mettre les enfants sur le chemin de l'école. Et puis ce communiqué de la Cour constitutionnelle de la République de Guinée informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle procédera à la passation de services entre, d'une part, les vice-présidents sortants et entrants, de l'autre, au siège de l'institution, 6 à Al-Mamia, commune de Kaloum, immeuble Haya Foula, ce lundi 8 octobre 2018 à 10h. Je reviens donc sur le contenu de ce communiqué. La Cour constitutionnelle de la République de Guinée informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle procédera à la passation de services entre, d'une part, les vice-présidents sortants et entrants, les présidents sortants et entrants de l'autre, au siège de l'institution 6 à Al-Mamia, commune de Kaloum, immeuble Haya Foulé. Ce lundi 8 octobre 2018 à 10h sont cordialement invités à prendre part à la cérémonie les personnalités ci-dessous, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence de la République, le corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, la presse nationale et internationale. Le secrétaire général, Cheikh Fantamadi Kondi. Dans son adresse à la nation, le président de la République a réitéré sa volonté de faire de l'autonomisation des femmes une réalité dans le pays. L'Office national de perfectionnement s'inscrit dans cette trajectoire. L'institution vient de former 129 femmes de la région de Boké. Moussa Koumara, reportage. Ces femmes de Boké, pour la plupart vendeuses de légumes ou de glaces, aspiraient à une activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, elles se sont appropriées les techniques de teinture avancées. 10 jours ont suffi pour elles de cerner tout le processus. L'objectif pour les initiateurs est de leur doter d'un métier rémunérateur et concrétiser la politique d'autonomisation des femmes qui caresse le président de la République, professeur Alpha Condé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a dit que les femmes et les jeunes étaient sa priorité. Mais quand il le dit, ça veut dire que les instruments qu'il a mis en place, les établissements qu'il a mis en place, les institutions qu'il a mis en place, doivent faire en sorte de réaliser ce que le président dit sur le plan opérationnel. Et le NFP est dans cette dynamique déjà depuis 2016, quand le président a dit nous allons faire en sorte que ça soit une réalité auprès des couches les plus pauvres, notamment les femmes. Dans cette zone spéciale économique du pays, la teinture est un métier rare. Le flux vers d'autres villes productrices est dense, souvent avec des traversées périlleuses. Au nombre de 129 issus de 21 groupements de la localité, elles peuvent désormais produire sur place des textiles de qualité. Ce que nous allons produire ici, nous allons mettre ça au marché à prix abordable. Toutes ces femmes-là ou les hommes, même dans les campagnes, vont bénéficier le fruit de ce que nous avons reçu. Pendant ce temps, la mutuelle financière des femmes africaines de Boké tarde à s'ouvrir. Les femmes de Kakandé plaident ici pour son opérationnalisation. Les autorités locales rassurent et félicitent les initiateurs pour cette souveraineté économique des femmes rurales. Cette activité génératrice de revenus démontre ici que l'autonomie que les femmes ont eue à la formation qu'ils ont eu à subir peut les être utile. Cette formation s'inscrit dans un vaste programme d'appui à l'autonomisation des femmes en milieu rural et périurbain, initié depuis 2016 par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Plus de 6000 femmes sont impactées à travers tout le pays. L'actualité encore, des partenaires kenyans s'intéressent au projet de logements sociaux en Guinée. En ce jour de travail à Conakry, ils multiplient des contacts avec les opérateurs économiques dans ce sens. C'est une action qui vise à accompagner l'État guinéen dans la construction des logements. Les précisions dans ce reportage de Falilou Diallo. Le slogan « Un toit pour chaque Guinéen » commence à prendre forme. Des partenaires kenyans comptent investir dans ce secteur, surtout dans le domaine de la livraison d'unités d'habitation abordables et selon les normes locales. Je suis venu avec plusieurs partenaires, notamment SEM Construction, qui nous permettra éventuellement de proposer à la population guinéenne des maisons je dirais acceptables et que les Guinéens seront capables d'acheter
Donc notre but, c'est de promouvoir cette possibilité à tous les Guinéens à travers notre différents partenaires, mais aussi l'étude du marché guinéen pour proposer avec le matériel qui est fabriqué en Guinée et pour diminuer le coût des logements et apporter le maximum très rapidement à la Guinée. Un engagement renforcé par cette fusion qui va désormais faciliter la production immobilière en Guinée. Et pour les initiateurs de cette joint venture, la Guinée possède d'énormes potentialités dans le secteur. C'est notre priorité et notre combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour aider cette population à la base qui souffre énormément pour le logement et même pour l'obtention des terrains. À travers cette fusion grandeur nature, la Guinée et le Kenya décident de renforcer leur partenariat dans le domaine des logements sociaux. Une aubaine pour les populations qui éprouvent d'énormes difficultés à obtenir des logements décents. Un des souvenirs du virus Ebola en Guinée, c'est l'hygiène hospitalière et lavage des mains. Plusieurs acteurs évoluant en santé ont accompagné l'État guinéen, on le sait, dans la lutte contre la maladie Ebola. Parmi eux, l'Expertise France et Guinée Sani. Au cœur du fonctionnement quotidien des hôpitaux. Cette préoccupation est une priorité du Plan national de développement sanitaire. Après le passage du virus Ebola, les responsables des établissements hospitaliers du pays sont interpellés à consolider leurs efforts pour renforcer les mesures de contrôle et de prévention des infections associées aux soins. Ce combat renforce les dispositifs réglementaires d'améliorer les capacités de supervision. Une ambition des autorités sanitaires prise en compte par Expertise France. Que ces différents ateliers ont été tenus pour permettre de nous rappeler, de nous remémorer que l'hygiène des mains est une activité extrêmement importante au niveau de l'hôpital, que l'hygiène hospitalière est une activité extrêmement importante dans nos structures hospitalières et que quand un malade vient à l'hôpital, il vient pour se soigner et non pour prendre une autre maladie. Cette journée va être la finalisation d'un programme d'amélioration de l'hygiène hospitalière qui se poursuit et qui concerne le renforcement des capacités des comités d'hygiène de sécurité des hôpitaux nationaux, donc à Ignazine, Kipé, mais aussi un centre associatif FMG. Et cet atelier va être l'occasion de finaliser toutes les directives, toutes les orientations pour que nos membres de comités d'hygiène et de sécurité, les soignants, l'ensemble des professionnels de santé puissent mieux être conscientisés pour l'hygiène hospitalière dans nos différents établissements. Ce projet Twinks 2H mis en œuvre par Expertise France est le début d'une campagne quotidienne de sensibilisation pour un changement de comportement dans les structures sanitaires du pays. En sa phase finale, après 3 ans sur le terrain, il devrait permettre à la Guinée de renouveler son engagement de réduire l'incidence des infections. La formation sur ce concernant permet de replacer, de vous remettre en cause, de vous conscientiser et de vous permettre de voir, de mettre vos émotions en action et tout de suite qui vont à leur tour déclencher une action. Et l'action positive est ce qui va en fait amener le changement. Si on veut changer, il faut se sentir concerné. Pour baliser les comités d'hygiène et les soignants des sites partenaires du projet, un manuel sera élaboré pour pérenniser l'action entreprise. Un ouvrage qui compte apporter toutes les informations utiles pour le personnel soignant dans les hôpitaux. Et puis en plus bref, l'information qui vient de nous parvenir à l'instant, retenez que la coupe et le transport du bois seront autorisés à partir du 10 octobre. Cependant, la délivrance des permis de coupe et des bordereaux de route se feront conformément aux dispositions du Code forestier. L'humanité célèbre demain 5 octobre la journée internationale de l'enseignant sous le signe le droit à l'éducation. C'est aussi le droit à un enseignant de qualité. Chez nous, en Guinée, l'événement sera célébré en différé. Voici à présent la déclaration du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle est au micro de Moussa Koumara. Il est indéniable que le corps enseignant est un maillon clé du droit à l'éducation. Sans enseignants, comment parler d'accès, d'équité et de qualité de l'éducation?
Nous invitons tous les enseignants guinéens à répondre à cet appel important du métier d'enseignant, celui de former des hommes. Nous, enseignants guinéens, nous devons éviter de manquer à l'appel du défi de l'avenir des enfants et compromettant ainsi dangereusement le développement national du pays. Le bureau régional de Dakar, à travers le réseau des éducateurs pour la transformation de l'enseignement-apprentissage talent, va célébrer le 5 octobre 2018 la journée mondiale des enseignants sous le thème « Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». Et puis, le secrétariat général des affaires religieuses porte à l'attention des fidèles musulmans de Guinée qu'il procédera à la cérémonie de remise officielle du chantier de la grande mosquée Faisal de Conakry à l'entreprise de construction Joula et Frères pour sa rénovation sous l'égide du gouvernement le vendredi 5 octobre à 9h précise. À cette heureuse occasion, sont cordialement invités à prendre part à la dite cérémonie l'inspection régionale, les 5 secrétariats communaux des affaires religieuses ainsi que les imams de la ville de Conakry, signé Elhadj Ali Jamal Bangoura. Sport foot avec la finale de la 59e édition de la Coupe nationale de Guinée prévue ce vendredi au stade du 28 septembre. À l'affiche, le Wakria de Bokeh et Orea AC. Mais comment les deux équipes comptent-elles aborder cette finale? Quelques éléments de réponse avec Rachel Tendounou et Younoussa Tawel Kamara. Pour mieux aborder la 59e édition de la Coupe nationale de Guinée, le Wakria et le Orea AC viennent d'achever les derniers réglages. Devant les hommes des médias, les deux entraîneurs se disent fin prêts et très confiants pour cette finale. Actuellement, le football, je crois que le mental compte beaucoup, c'est à 70%. Donc ce sont des jeunes, il faut les préparer mentalement. Vous allez rencontrer le grand Orea, mais c'est le football où il y a une autre réalité qui va se passer sur le terrain. Les petites équipes sont deux fois censées battre les grandes équipes, comme les grandes équipes. Quand elles battent les petites équipes, ce n'est pas une surprise. C'est le contraire qui est la surprise. Jouant contre une équipe Wakria qui est quand même une des bonnes équipes, puisque depuis 2 ans maintenant qu'ils sont avec nous, ils sont dans le peloton de tête. Et donc ça veut dire qu'ils ont de la qualité, que ça ne va pas être un match facile. Peu importe s'ils ont des absents, s'ils ont des suspendus, bon, peu importe. Un match de football, quand l'arbitre va donner le coup d'envoi, c'est 11 joueurs contre 11 autres, et chacun voudra la gagner. Et après, comme il l'a dit, c'est le mental. C'est vrai que c'est le mental. Après, il y a les qualités d'expérience, les qualités un petit peu techniques. C'est sur le terrain, est-ce qu'il sera gras, pas gras, il va pleuvoir, pas pleuvoir. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Éliminé en 16e de finale de la Coupe nationale en 2017 par l'Alustar de Fria, le Wakria de Bokeh compte relever le défi. La Coupe nationale est la plus prestigieuse compétition en Guinée. Le Wakria de Bokeh va jouer sa toute première finale et compte sur le soutien de ses supporters. Et puis la célébration de l'an 60 de l'accession de la Guinée à l'indépendance. L'événement a été fêté partout en Guinée et ailleurs. La rédaction reviendra largement sur les échos des festivités dans le pays profond et hors de nos frontières. C'est dans la rubrique l'an 60, juste après ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.